Et dans le sommaire de ce journal, le mouvement de colère ce mercredi à Bukavu contre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. La population a brûlé les drapeaux de l'Union européenne et de la France, les accusant de complicité au massacre à répétition en RDC. Et le Kenya a officiellement acté le déploiement de ses troupes dans l'est de la RDC dans le cadre de la force régionale de l'EAC. William Ruto s'est exprimé publiquement ce mercredi à ce sujet sans donner une date effective de ce déploiement. Et il est célébré ce 2 novembre sur le plan mondial à la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre des journalistes. À Kinshasa, des acteurs non étatiques ont réfléchi sur une loi à déposer à l'Assemblée nationale afin de protéger les défenseurs des droits humains. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Les activités ont été paralysées dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu ce mercredi. Bukavu était donc en ébullition. Des milliers d'habitants ont marché pour dénoncer l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. La société civile, elle, a appelé la population au boycott des produits de consommation provenant du pays voisin. Les drapeaux de l'Union européenne ont été également pris pour cible. En signe de solidarité avec les habitants de la province serbe, le Nord Kivu, Bukavu a connu une ambiance inhabituelle. Sur appel des organisations de la société civile Force Vive, hommes et femmes sont descendus dans la rue pour dénoncer l'agression dont la RDC est victime de la part de ses voisins, notamment les Rwandais, disent-ils, mais aussi dénoncer le silence de la communauté internationale. Venus de tous les coins et recoins de Bukavu, la marche a eu comme point de chute le cabinet du gouverneur où ils ont lu leur mémorandum. Venons par la présente manifestation exprimer au monde entier notre ras-le-bol sur ce que nous qualifions d'injustice et de discrimination internationale contre les Congolais que nous sommes. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, qui a réceptionné les mémos, a salué le caractère pacifique de la marche et a promis de transmettre leur mémorandum acquis des droits. Le vice-gouverneur Marc Malago a par ailleurs salué les efforts consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le retour de la paix dans la partie est du pays d'une manière générale et au Sud Kivu en particulier. Le président de la République se bat jour et nuit pour le retour de la paix. Je crois que vous suivez les radios et télévisions pour voir comment il se bat. La paix et le développement du pays, c'est la préoccupation de tous les dirigeants depuis le niveau national et nous, au niveau provincial, nous conjuguons les efforts en tant que gouvernement. Les manifestants se sont dispersés dans le calme. Et justement, le Kenya déploie dans les jours à venir ses troupes dans le cadre de la force régionale en RDC pour combattre les forces négatives, alors qu'une réunion des forces régionales est convoquée par le président burundais pour tabler sur la crise sécuritaire dans l'est du pays. Au pays, ce sont les forces vives qui se mobilisent derrière les FARDC pour mettre en déroute l'ennemi. Jean-David Kilolo. Alors que le Kenya a annoncé le déploiement de ses troupes en République démocratique du Congo dans le cadre d'une intervention militaire régionale visant à soutenir les FARDC pour faire face aux multiples groupes armés qui écument l'est de la République démocratique du Congo. Pour le président kenyan, la RDC est notre voisine. Notre destin est lié. Nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver notre prospérité commune. William Ruto l'a fait savoir lors d'une cérémonie officielle, mais n'a pas précisé le calendrier des déploiements de troupes, ni révélé le nombre de soldats kenyans. Face à ces mystères, les forces vives de la nation, de la République démocratique du Congo, les partis politiques appellent à une mobilisation générale pour barrer la route aux agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda. À ce moment-ci, nous appelons tous les Maïmaï, partout où ils sont, de se mettre ensemble, de se mobiliser comme un seul homme, afin d'appuyer nos forces loyalistes contre cette énième agression. Ce n'est pas une rébellion, mais plutôt c'est une agression confirmée, vérifiée. C'est la coalition rwando-ougandaise
qui est en train de nous combattre. Et dans un communiqué, le président burundais Evariste Ndayishimiye a déclaré avoir eu des entretiens avec ses homologues régionaux sur la gestion de la crise sécuritaire et convenu de tenir un sommet pour la fin des hostilités à une date encore non annoncée. Et du côté de Nairobi, l'on annonce un troisième dialogue intercongolais sous les auspices de l'Union africaine, qui devra s'appuyer sur la feuille de route de Nairobi et Luanda. Pour certains experts, l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo est alimentée par un engrenage complexe mêlant géopolitique, rivalité ethnique nationale et bataille pour le contrôle des ressources naturelles qui abondent l'est de la République démocratique du Congo. D'où, outre le Rwanda, il y a l'Ouganda et les multinationales qui veulent à tout prix avoir une mainmise sur les ressources du pays. Et les réactions continuent de fuser depuis l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. La dernière en date est celle des élus membres du courant révolutionnaire de l'Ensemble pour le changement. Ces élus ont également exigé l'expulsion de l'ambassadeur ougandais en poste en RDC. Les courants révolutionnaires progressistes félicitent le président de la République pour les courageuses décisions prises par le Conseil supérieur de la Défense au cours de la réunion de samedi 29 octobre 2022. Les courants révolutionnaires progressistes font toutes les mesures prises et s'engagent à les vulgariser auprès des masses populaires en vue de mettre fin, une fois pour toutes, aux agressions répétées du Rwanda et au double jet de l'Ouganda et contre notre pays, car il va de la survie de la République démocratique du Congo en tant que nation et de l'affermissement de son indépendance totale. Les courants révolutionnaires progressistes saluent, dans ce même ordre d'idées, la décision symbolique d'exclusion de l'ambassadeur du Rwanda de notre pays. Il souhaite que cette même mesure soit aussi prise à l'égard de l'ambassadeur de l'Ouganda chez nous. Il exige également la fermeture immédiate de nos frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Les courants révolutionnaires progressistes exigent au gouvernement de la République de prendre des mesures idoines afin de pacifier le territoire de Kwamutu et d'éviter tout regain de tensions communautaires. Et l'Alliance populaire pour le social projette une grande marche de soutien au FARDC ce samedi 5 novembre. En prélude de cette activité, le président national du parti a effectué une descente dans la commune de Massina où il a invité les dames à prendre part à la marche. La PPS est formelle, pas de dialogue avec les groupes terroristes, pas de brassage et pas de mixage. Séraphine Kiloubou mobilise tous les Congolais, toutes tendances confondues, opposition, majorité et société civile autour du chef de l'État. On l'écoute, Trésor Kibachi. La raison de ce rassemblement, c'est un sentiment de ras-le-bol par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Nous avons rassemblé toutes les mamans de la commune de Massina pour afin que nous puissions organiser une grande mobilisation, une grande marche afin de soutenir nos FARDC qui se battent à l'est de notre pays. Nous voulons lancer également un message à tous les Congolais, à l'opposition, à la majorité, pour demander à notre peuple, à notre jeunesse, que le pays est réellement en danger. C'est pour cela, ce samedi 5 novembre, à partir de 9h, nous allons tous nous retrouver à l'entrée de l'avenue Kimbuta. Nous allons marcher jusqu'au niveau du terrain Mambenga ou Mangobo. Et là, nous allons prier pour la nation. Nous allons également recommander les FARDC qui sont au front entre les mains du Seigneur. Mais aussi, nous allons sensibiliser notre population afin que tous ensemble, nous puissions savoir qu'est-ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo et plus précisément à l'est de notre pays. Nous voulons que le M23, qui est
encouragé par les Rwandais, puisse se retirer de notre terre afin que nos frères de l'Est puissent vivre réellement en paix. Que si notre population se range derrière le chef de l'État, derrière notre gouvernement, et que même l'opposition, même la majorité, nous sommes tous ensemble pour l'intérêt général, nous allons bouter dehors les Rwandais qui veulent occuper illégalement nos terres. Et dans l'actualité également, le ministre de la Défense nationale a été auditionné ce mercredi à la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Gilbert Kabanda a promis au terme de l'audition que le gouvernement va rapidement récupérer les espaces conquis par le M23 au Nord Kivu. Cette séance que je viens d'avoir avec les deux commissions de défense et sécurité et du Sénat et de l'Assemblée nationale tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est que tout le monde connaît et qui nécessite que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, puisse informer la représentation nationale sur ce qui se passe. C'est l'exercice que je suis venu faire et qui est tout à fait réglementaire. Et bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, il fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R. Et puis à suivre ce mercredi à 20h, heure de Kinshasa, spécial budget 2023 avec Jean-Marie Kassamba, évalué à 14,6 milliards de dollars. Le budget présenté par Samalou Kondé est porteur d'espoir, se sont exclamés quelques députés nationaux. Quelles en sont les nouveautés? Que peut-on espérer de cela? Les journalistes économiques de Kinshasa décrypteront ce projet de loi de finances autour de Jean-Marie Kassamba. Le monde s'est engagé depuis 2013 à mettre fin à l'impunité des crimes commis contre des journalistes. À Kinshasa, une organisation a plaidé pour l'alignement et le vote à l'Assemblée nationale de la loi sur la protection des défenseurs des droits humains, alors que le GED a dans son rapport annuel enregistré au moins 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Hormis le GED qui a documenté plus de 100 cas d'atteinte à la liberté de la presse en 2022, cette journée internationale de fin des crimes contre les journalistes a mis la puce à l'oreille des défenseurs des droits humains qui soutiennent le processus de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme en RDC. Occasion pour ces détenteurs d'obligations d'interpeller les journalistes et solliciter leur implication à cette étape de la sensibilisation pour l'alignement et les votes de cette loi. Et la liste est longue, on ne saura pas reprendre tous les défenseurs des droits humains et même les journalistes qui ont connu des problèmes de sécurité ou qui ont été assassinés en République démocratique du Congo à cause de leur engagement. Il y a des défenseurs des droits humains, dont des journalistes qui actuellement ont des problèmes sérieux de sécurité. Texte déjà inscrit dans le registre détenu par le rapporteur de l'Assemblée nationale et qui n'attend qu'être aligné en plénière pour être débattu et envoyé en commission pour enrichissement. C'est un texte qui non seulement protège les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi les autres catégories comme les journalistes qui sont aussi des défenseurs par excellence. Dans un contexte particulier comme celui de l'État actuel au niveau du Nord Kivu, où les collègues sont en détresse, nous pensons que ça vaut encore mieux et davantage qu'on puisse disposer de cette loi. Et nous plaidons donc pour que nos députés puissent y concourir. À noter que cette proposition de loi qui s'associe à celle de la liberté de la presse définit à la fois les droits reconnus aux défenseurs des droits de l'homme, ses devoirs, les obligations de l'État ainsi que les mécanismes de protection des DDH en RDC. Et le ministre de l'Industrie a animé ce jour une matinée de sensibilisation des administrations et services publics sur les avantages à faire bénéficier aux aménageurs des zones économiques spéciales. Julien Paloukou a appelé les directeurs généraux des régies financières à s'approprier cette politique gouvernementale.
C'est dans l'objectif d'amener les régies financières et les services publics de s'approprier la politique gouvernementale sur le développement des zones économiques spéciales pour ainsi promouvoir la transformation locale des ressources naturelles congolaises que le ministre de l'Industrie Julien Paluku a animé mercredi à Kinshasa la matinée des sensibilisations des administrations et services publics. Le chef de l'État tient à la diversification économique. Et le modèle que la RDC a choisi, c'est celui de densifier les zones économiques spéciales à travers le pays. Mais cette question n'est pas souvent comprise, et au niveau du gouvernement, et au niveau des opérateurs, et au niveau de la population. Voilà pourquoi nous avons tenu à organiser cet atelier de sensibilisation pour d'abord parler du cadre juridique qui organise ces régimes des zones économiques spéciales. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas une question qui vient de la tête du ministre de l'Industrie, c'est une question qui a déjà été prévue par une loi depuis 2014. Présent à cette matinée des sensibilisations, les représentants des entreprises Saphir Ceramics, spécialisées dans la fabrication des carreaux, de Varung Beverage pour la gamme des Pepsi et Unique Production pour les médicaments qui consolident leur installation dans la zone économique spéciale pilote de Maluku à l'est de Kinshasa, ont été félicités par les chargés des missions de l'agence de zone économique spéciale AZES, Guy Bolanda, tout en plaidant pour le concours des administrations et services publics pour faire appliquer les cadres juridiques institutionnels des zones économiques spéciales. Et nous avons ces privilèges ou cette prérogative d'expliquer à nos membres qui doivent bénéficier. Signalons que l'expérience de la société Aris, spécialisée dans le développement des zones économiques spéciales en Afrique, a été partagée à cette occasion. Et à la CENI, Denis Kadima a échangé ce jour avec la délégation de la SENCO et de l'ECC. Il était question pour cette délégation de renforcer la collaboration entre la CENI et les confessions religieuses. Jenny Kaimbe. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a eu un entretien avec Dononcien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo. Il était accompagné du révérend pasteur Eric Nsenga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo ECC. L'hôte du président de la CENI s'est réjoui de l'identité des vœux qui s'est dégagée de cet échange, montrant les soucis du numéro 1 de la centrale électorale d'aller dans la direction souhaitée par les partenaires, qui sont les confessions religieuses. L'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement, de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Les échanges étaient vraiment très constructifs. Signalons que cet échange avait pour but de renforcer la confiance et la collaboration entre la Commission électorale nationale indépendante et les confessions religieuses. Le nouveau directeur général des lignes maritimes congolaises a clôturé la semaine dernière sa première visite d'itinérance dans le Congo central. Au cours de cette tournée, Jean-Claude Mbia Mwenza a assisté à l'accostage du navire affrété par les LMC à Boma en provenance de Belgique. C'est une tournée d'itinérance à l'américaine, la première effectuée dans la direction d'exploitation ouest au Congo central par le directeur général des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukendimbi Mwenza, depuis sa prise de fonction en septembre dernier. Avec un agenda chargé, le directeur général a présidé la première assemblée générale avec le personnel des LMC, une rencontre aux couleurs festives. Dans son speech, le DG des LMC a mis un accent particulier sur l'action managériale de l'actuelle direction générale. Le nouveau plan de relance 2023-2025 qui va bientôt être mis en place et dont nous vous réservons la primaire nous permettra de matérialiser notre vision managériale qui est l'affirmation des lignes maritimes congolaises SA dans son rôle d'armement d'État et de transporteur maritime.
Après Matadi, le numéro 1 de l'armement national s'est rendu à Boma pour le même exercice avant d'assister à l'accostage des MV Al Mercure, navire affrété par LMC en provenance d'Anvers en Belgique, après 16 jours de traversée sans escale, sous un regard satisfaisant du patron de LMC. Jamais 203, la délégation de LMC qui a conduit Jean-Claude Mukindimbi à Mwenza s'est également rendue à Mwanda pour la même activité. C'est avec une note de satisfaction que Jean-Claude Mukindimbi à Mwenza va clôturer sa première tournée d'itinérance. Le DG de LMC n'a qu'un seul et unique souhait, relancer globalement l'entreprise en lui dotant de ses propres navires. Et dans le Haut-Katanga, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kafoa a inspecté ce mercredi les travaux de réhabilitation du centre de prise en charge des femmes victimes des violences sexuelles. Ce centre sera opérationnel d'ici peu à l'hôpital général de référence Jason Sendwe. C'est un ancien pavillon de l'hôpital général de référence Jason Sendwe qui abritera désormais le centre de prise en charge des femmes victimes des violences sexuelles. Les travaux consisteront à une réhabilitation totale des murs, la toiture, le circuit électrique et les sanitaires. C'est la direction provinciale des infrastructures et aménagement du territoire qui exécute ces travaux. Le vice-gouverneur, accompagné du ministre provincial de la Santé, a visité le bâtiment sous la conduite et les explications du directeur provincial de la DEPIAT. Profitant du passage de l'autorité provinciale dans cet hôpital, les femmes travailleuses de cette structure sanitaire ont saisi l'opportunité pour exposer leurs difficultés liées à la rémunération. Jean-Claude Kanfouaki-Mimba a promis de faire rapport à sa hiérarchie pour qu'une solution soit trouvée. Je veux faire rapport à ma hiérarchie afin que vous soyez réhabilités. Même la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Jean-Claude Kanfouaki-Mimba a aussi pris en charge la facture d'une patiente gardée à l'hôpital depuis près d'un an. Cette dernière a retrouvé sa liberté grâce au passage du vice-gouverneur. Le vice-gouverneur vient de m'aider à être libre. Que Dieu lui soit favorable. Ces travaux de réhabilitation débutés le lundi 31 octobre vont s'étendre sur 30 jours. Et à l'approche des élections de 2023, le parti politique Congo Espoir, fédération du Haut-Uélé, a réaffirmé son soutien à la candidature du président Félix Tshisekedi. Le gouverneur de province Christophe Bassiané Nanga, autorité morale de ce parti dans son entité, a doté ce dernier d'un nouveau siège et d'un moyen de transport pour redynamiser le parti. Sans répit, le président fédéral des Congo Espoir dans la province du Haut-Uélé met les bouchées doubles dans le rayonnement de cette formation politique, l'une des premières forces politiques au sein de l'entité. Après ses orientations reçues de l'autorité morale du parti, le ministre national de la recherche scientifique José Banda, lors de son passage à Isiro, Raphaël Marimasso est plus que jamais déterminé. C'était pour annoncer, notre parti a son siège au centre-ville d'Isiro. Nous avons la Jeep Land Cruiser pour l'implantation du parti offerte par les camarades Christophe Bassiané Nanga, autorité morale dans la province. Membre de l'Union sacrée de la nation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le parti du gouverneur Christophe Bassiané Nanga n'a qu'un seul objectif. Nous mobiliser pour soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 parce que ce sera une victoire totale, non seulement pour le chef d'État qui sera reconduit, mais aussi pour les gouverneurs de province que nous tous, nous allons soutenir pour qu'ils puissent consolider les acquis et offrir le développement, le bien-être à la population du Haut-Uélé. Étendu sur plus de 89 000 km², les Haut-Uélé classés parmi les provinces dynamiques de la RDC ne voudraient pas aller en ordre dispersé lors des prochaines élections, d'où ce soutien à la vision politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Place au rappel des titres à présent. Mouvement de colère ce mercredi à Bukavu contre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. La population a brûlé les drapeaux de l'Union européenne et de la France. Et le Kenya a officiellement acté le déploiement de ses troupes dans l'est de la RDC. William Ruto s'est exprimé publiquement ce mercredi à ce sujet sans donner une date effective de ce déploiement.
Et il est célébré ce 2 novembre sur le plan mondial, la journée internationale de la fin de l'impunité contre des crimes commis contre des journalistes. À Kinshasa, des acteurs non étatiques ont réfléchi sur une loi à déposer à l'Assemblée nationale afin de protéger les défenseurs des droits humains. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.